Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec un petit peu de spoil. Pour ceux qui sont pas à jour dans un titre ou qui n'ont pas encore commencé une série, ne vous inquiétez pas, en description il y a le détail de tous les titres dont je vais parler aujourd'hui et à quel moment j'en parle. Donc voilà, si vous voulez voir mon avis sur un seul manga, allez en description. On commence avec le tome 37 de Kingdom qui marque la fin de la guerre contre Wei qui avait commencé il y a un tome et demi, donc à la fin du tome 35 si je dis pas de conneries, avec donc les 3 dragons de Wei qui se sont fait éclater dans ce tome-là. Il y en a 2 qui sont morts. Ouais, c'est ça, il y a le mec à la lance et le stratège de ouf, et le grand général en chef, donc le fils d'un mec qu'on avait vu il y a très longtemps et qui donc a participé à la coalition, se fait tuer lui aussi. Donc ouais, ils ont perdu beaucoup d'éléments forts et je pense que la prochaine fois qu'on va les voir, ils vont se faire déglinguer leur race, c'est sûr, certain. Sauf si le grand barbu réforme l'armée et qui fait plein de choses. J'y crois pas trop, mais on verra ce qui se passe. Et la deuxième partie du tome se consacre plus sur le personnage de Heisei, donc le roi de l'état de Qin, qui va avoir fort à faire avec déjà son couronnement, maintenant qu'il va être majeur. Il y a sa mère qui commence à foutre le bordel, Hirofumi qui fait son bordel. Enfin, ça va être un arc. Le prochain arc qui arrive, donc celui qui est entamé dans la fin de ce tome-là et qui va être dans le tome 38, va être beaucoup moins guerre, mais va être beaucoup plus politique, parce que là c'est des jeux d'alliance, va falloir niquer la reine mère, donc là il va y avoir un peu de guerre, mais c'est surtout, voilà, il va y avoir des jeux d'alliance, des jeux de pouvoir, ça va être intéressant, on va voir un peu plus Heisei sur le devant de la scène, parce que bon, c'est vrai que sur 37 tomes, on va dire qu'il y en avait 30 et quelques qui étaient sur Chine. Là, on a au moins un arc axé sur Heisei qui va faire de la politique. Il y en avait un petit peu, mais ça fait plaisir de temps en temps d'avoir un arc politique. C'est souvent un peu plus compliqué à comprendre parce qu'il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'explications et ça fait revenir sur des trucs qui s'est passé il y a très très longtemps. Genre par exemple l'amant de la mère de Heisei, donc la reine mère. On l'a vu il y a genre très très longtemps. Donc j'avoue que si t'as pas toute la mémoire, tu sais plus qui c'est, tu sais pas qui c'est compliqué. Mais voilà, moi. Ça va avec le rythme que je me fais en essayant d'en lire un toutes les 2 semaines, ça, j'arrive à garder un petit peu le rythme et me souvenir un peu ce qui s'est passé. Surtout que bon, il y a longtemps j'ai vu les scans, voilà. Mais voilà, franchement, j'ai hâte de lire la suite, donc le tome 38 qui est le dernier de mon pack, et après il faudra que j'attende la suite. Family Compo, alors là je monte le tome 1, mais en fait je devrais montrer les 12 tomes, parce que je me suis pris au fur et à mesure de la réédition de chez Panini des 12 tomes de Family Compo, je me suis pris les tomes en 2 fois, donc les 6 premiers et les 6 derniers, pour avoir la collection complète de cette œuvre de Tsukasa Ojo. En même temps, on a alors je sais pas si c'était avant ou après, Panini a réédité Happy de Naoki Urasawa, un manga sur le tennis de l'auteur que j'avais déjà depuis très longtemps, et franchement, je vous invite à lire cette œuvre. Franchement, c'est très particulier quand on connaît Naoki Urasawa qui fait plus des mangas d'enquête. C'est ses œuvres antérieures à Monster, si je dis pas de conneries, et c'est très intéressant et ça donne encore plus envie de lire son manga sur le judo qui arrivera au mois de juillet chez Kana. Et alors en plus je suis très content parce que Panini va enfin publier la suite de l'édition entre guillemets deluxe de Angel Heart, donc la suite de City Hunter entre guillemets, parce que c'est une sorte de suite alternative. Et moi qui m'étais arrêté au tome 10 ou 11, je vais enfin avoir la suite et la fin, et je vais pouvoir ensuite commencer la saison 2 de Angel Heart, qui est la suite de la saison 1 de Angel Heart. Voilà, ça c'était le moment publicité pour Panini et leur réédition en masse. Ça fait vraiment très plaisir qu'ils reviennent tout doucement et qu'ils relancent des séries qui étaient un petit peu à l'arrêt, qui étaient un petit peu oubliées. Family Compo, donc c'est une œuvre des années 90 de Tsukasa Ojo, où on suit un jeune lycéen qui arrive à l'université, dont ses parents sont morts, enfin son père est mort, mais sa mère est morte il y a très longtemps, donc il se retrouve orphelin, et il se fait adopter par son oncle. Sauf que son oncle, c'est sa tante, parce que son oncle a changé de sexe. Et en fait, il arrive dans une famille où le mari et la femme ont les sexes inversés. Donc en fait, le mari c'est une femme, et la femme c'est un homme. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc c'est un manga sur d'un couple de travestis qui ont un enfant et qui adoptent quelqu'un, un autre enfant. C'est très particulier. Je m'attendais à un truc très cliché et finalement pas du tout. C'est super intéressant. Ça fait un petit peu écho avec le personnage de Kaori au début de City Hunter qui se travestissait aussi un petit peu. Franchement, en termes de dessin, c'est incroyable. Ce Tsukasa Ojo, encore plus beau qu'avant. Bon, moins bien que Angel Heart, mais voilà, c'est un peu la transition entre City Hunter et Angel Heart. C'est un peu son chaînon manquant en termes de dessin. Et comment dire, je pense que c'est à l'heure actuelle mon œuvre préférée de l'auteur. J'adore City Hunter, j'adore Cat's Eyes, mais Family Compo, je sais pas pourquoi,
ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment plu, j'ai adoré, j'ai dévoré les 12 tomes, c'était trop bien. Si vous connaissez pas, allez-y, c'est une super œuvre, franchement, moi j'ai beaucoup aimé, et c'est même pas pour le côté, ouais, LGW, il s'en bat les couilles, c'est même pas le propos, c'est plus un manga sur le mal-être, et encore, le mal-être, il n'y a pas vraiment tant de mal-être que ça, c'est pas aussi trashouille que les œuvres de Hakata sur le mal-être, la transsexualité, le côté LGBT, là, le couple, on va dire, transsexuel, ils assument leur, entre guillemets, étrangeté, mais ils sont pas en train de s'apitoyer sur leur sort, ils assument, ils disent voilà, on est comme ça. Il y a des flashbacks où ils montrent qu'ils ont mal vécu ça à une époque, mais là ils ont trouvé le bonheur, et en fait on suit cette famille qui vit dans le bonheur, et qui a cette particularité d'être un couple inversé. Voilà, franchement, super œuvre. Je suis très content d'avoir découvert Family Compo avec cette réédition, et ouais, je pense que c'est mon œuvre préférée de Tsukasa Hojo, parce que c'est trop bien. Tant qu'on y est à parler de réédition, je me suis pris les 2 premiers tomes de la Perfect édition de Full Metal Alchemist, ou Full Metal Alchemist, de chez Kurokawa. Et que dire si ce n'est que c'est une édition perfecte. Voilà, franchement, je pense que après ça, Kurokawa ne pourra pas faire mieux. Là, ils ont mis la barre haute avec FMA. Et là, ça sera l'édition ultime. À part faire une édition 4 tomes en 1 à 10 €. Voilà, ce sera juste pour avoir les tomes plus facilement. En termes d'objets, là, on a atteint des sommets. C'est déjà un grand format. Alors, c'est pas un grand format, mais c'est médium, on va dire, et c'est pour une douzaine d'euros, donc le double d'un prix normal. Mais on a quoi? On a un tome et demi dedans, ça fait 300 pages environ. Le papier est incroyable. Là, c'est vraiment du papier de très bonne qualité. C'est limite du papier de bande dessinée. C'est vraiment, il est pas glacé, mais c'est la limite d'être glacé. Il y a des pages couleurs, mais alors, ils disent, il y a des pages couleurs. Ouais, alors, sur 2 tomes, il y a 3 pages couleurs. Voilà, c'est pas l'argument de ouf, hein, il y a pas énormément de pages couleurs, donc on peut pas vraiment vendre ça comme un truc de fou. J'avoue que l'impression, pour avoir regardé un petit peu mon tome 1 et 2 de FMA, waouh, c'est quand même super propre. Il y a aussi, je pense, le fait que l'encre et le papier se donnent une meilleure qualité, ce qui fait que ça renforce l'impression. Mais franchement, très bel objet. Alors en termes d'histoire, je connais l'histoire de FMA, je pense que tout le monde connaît. Pour avoir discuté avec mon libraire Ayaku Shop qui m'a dit que lui, il croyait pas trop à la réédition parce que les gens ont déjà eu l'édition normale, l'édition double. Ça fait une 3e réédition à 15 ans, et même moi, j'y croyais pas trop à cette réédition. Donc avoir une 3e fois une édition de FMA en 15 ans, ça fait un peu beaucoup. Bon, Glénat le fait avec Dragon Ball, mais Dragon Ball a une aura différente de FMA. Et en fait, lui, il a pris, donc mon libraire Ayaku Shop n'a pris que 20 tomes de chaque. Au bout d'une journée et demie, il était en rupture de stock. Il a refait un réassort, et il a refait un deuxième réassort juste après. Et en fait, son deuxième réassort était déjà le samedi, donc 2 jours après. Le premier réassort était déjà en rupture de stock. J'ai pris les derniers tomes de FMA. Voilà, j'ai vraiment pris, je suis arrivé, il restait plus que ça. J'étais très content. Et il va en revoir un autre stock, mais voilà, lui il y croyait pas trop, et finalement il était souvent en rupture de stock, donc ce qui veut dire que cette édition a énormément plu, et ouais, je comprends, parce que franchement c'est un très bel objet. Je vais pas parler non plus, il y a du vernis sélectif un peu partout, on voit les cercles de transmutation à droite et à gauche, enfin devant et derrière, il y a le titre et les numérotations qui sont en incrustation métallisée, et alors j'ai vu très peu de gens en parler parce que je pense que très peu de gens l'ont remarqué, mais en fait sur le dos il y a aussi un vernis sélectif. Alors je pensais que c'était la continuité du cercle qui était sur le devant et le derrière, mais en fait non, il va y avoir une fresque sur la tranche, et en fait ça va être un cercle de transmutation, parce que là j'ai vu que sur les 2 tranches, il y a un petit cercle qui se joint, donc ça veut dire que sur les 18 tomes on va voir un méga cercle de transmutation, et ça a l'air d'être le cercle de transmutation humaine qu'on a à la fin de la série. Je sais pas trop, mais en tout cas, ça rend super bien. Alors, il est pas hyper ressortant, c'est vraiment un vernis sélectif, il faut le voir avec la lumière. Mais si vous avez les tomes, regardez les 2 premiers tomes, vous allez voir, il y a un début de cercle de transmutation. Et ouais, franchement, l'objet est de super qualité. Et alors, je suis content et en même temps un peu triste pour une autre chose, c'est qu'on a perdu les petites histoires qu'il y avait sous la couverture. On a des nouvelles histoires, donc c'est bien, c'est de l'inédit pour moi. Et par contre, on a perdu des petites blagues qu'il y avait à la fin des tomes que faisait l'auteur, où elle faisait des petites blagues, des petits sketchs en 4 cases. On n'a pas ça. C'est un peu dommage, mais
Voilà, je l'ai déjà dans mon édition simple, donc au pire, si je voulais relire, j'ai ça. Mais en plus, on a des petites histoires, en plus, c'est des croquis sur comment l'auteur a préparé le design des personnages. C'est intéressant, là, par exemple, les différents aspects qu'elle avait pour Edouard, et elle a galéré sur son automail. Franchement, c'est super intéressant. Donc, je pense qu'on va voir ça sur chaque tome, avec chaque personnage. Là, c'est sur Edouard derrière. Là, on a Alphonse, et donc derrière, il y a des croquis sur l'armure de Alphonse. Hein, franchement, super objet. Je sais pas si je vais acheter le tome 3, 4 jusqu'au 18 tout de suite. Peut-être que je vais attendre un petit peu. Parce que voilà, j'achète pas ça pour l'histoire, puisque je la connais et que j'ai déjà l'édition normale. J'achète ça vraiment parce que c'est l'objet qui est magnifique et c'est franchement, c'est un objet de collection. Là, franchement, c'est pour la collection, rien de plus, rien de moins. Franchement, j'avais à faire des liens sans le vouloir en termes de bel objet. Eh bien, il y a toujours la collection des chefs-d'œuvre de Lovecraft chez Ki-hoon, avec cette fois la couleur tombée du ciel. Alors, qui était au même prix que les autres, si je dis pas de conneries, mais pour un tome un peu plus fin. C'est un tome de 200 pages, donc c'est un one-shot de 200 pages. Là où les autres étaient plutôt des... C'était alors au Japon, les Montagnes hallucinées, c'était 4 tomes qu'on a réunis en 2 en France, et... c'était quoi? C'était les Abysses du Temps, qui étaient 2 tomes qui ont été réunis en 1 en France aussi. Là, c'est une histoire qui est très particulière, qui est totalement différente parce que on n'est pas trop avec les comment ils s'appellent, les grands anciens. C'est une histoire qui se passe en mode flashback. Bah, c'est un petit peu comme à chaque fois en fait parce que dans les Montagnes hallucinées, c'était un mec qui, en tout cas dans le roman, on lit l'histoire de quelqu'un, enfin qui a écrit un journal intime. Dans les c'est comment ces trucs du temps là, j'ai oublié le nom. Putain, j'ai la fin, de toute façon j'ai la fin du tome, donc je vais vous le dire. C'est dans l'abîme du temps, on suivait le journal intime de quelqu'un qui avait perdu la mémoire et qui se souvenait plus de sa ancienne vie, enfin c'était what the fuck. Lisez le tome, c'était super bien. Et là donc c'est un mec qui va faire construire un barrage dans une ville où il y a eu une météorite et c'est un peu la merde. Et en fait quelqu'un lui raconte ce qui s'est passé il y a 40 ans. J'ai lu le roman, enfin la nouvelle, avant de lire le manga. J'ai pas tout saisi à la nouvelle. Quand j'ai lu le manga, il y a des trucs que j'ai pu mettre en mémoire et dire ah ouais d'accord, ça c'est ça, et je pense que je vais me relire la nouvelle une nouvelle fois pour bien tout saisir. C'est super titre comme encore une fois, franchement la collection les Shadow Lovecraft superbe, franchement Kutonabe toujours aussi bon, les histoires de Lovecraft sont toujours aussi intéressantes, moi ça me donne envie d'en plus, enfin ça me donne envie, je continue à lire un peu les œuvres de Lovecraft à travers les éditions de chez Ki-hoon. Franchement voilà, lisez ça. Si vous n'avez pas encore commencé à lire les chefs-d'œuvre de Lovecraft, allez-y, c'est l'une des meilleures collections de ces dernières années. Franchement, Ki-hoon avec la collection de Kutonabe et Lovecraft, incroyable. Mister Hachiko, tome 4, avec alors le début du tome marque la fin de la compétition qui avait commencé dans la fin du tome précédent, donc avec les 3 compétiteurs, et je suis un petit peu déçu de la finalité du tournoi, parce que finalement ça se finit par un ex-aequo. J'aurais préféré que le héros gagne le tournoi, ça aurait été plus intéressant, surtout qu'en plus il fait ex-aequo avec son rival qu'il a déjà battu, donc voilà. Après le reste du tome, c'est comme ce qu'il y avait jusqu'à présent, et je trouve que les recettes et les on va dire défis n'ont pas plus marqué que ça, et donc là je vais dire ça méchamment, mais à ce jour, c'est pour moi le plus mauvais tome de la série. Voilà, c'est celui qui m'a... Enfin, après un arc qui m'a franchement époustouflé, on revient sur un truc plus classique. J'ai fait... Voilà, on est un peu dans le creux de la vague, c'est redescendu. On avait un putain d'arc tournoi, et là, on revient sur ce qu'on avait avant. Donc j'avoue que... un peu plus déçu, mais c'est pas mauvais, hein. C'est juste que voilà, bon, on revient sur ce qu'on avait avant, donc ouais... Après avoir mangé un menu 5 étoiles, forcément 4 étoiles c'est un peu moins bien, voilà. Mais voilà, c'est tout, mais c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste que on revient sur ce qu'on avait avant, donc un peu moins intéressant, voilà. Après, peut-être les enquêtes, épreuves étaient un peu moins intéressantes aussi, à voir avec le tome 5, mais en tout cas, Mr. Hachiko, c'est toujours aussi sympathique à lire, je vous conseille. Et voilà, on arrive à la fin de mes lectures manga, et maintenant on va parler de BD et de comics. Et en pleine épidémie de coronavirus, eh bien, j'ai choisi de lire DCZ, un manga dans l'univers DC sur une épidémie zombie. Ah ouais, ça fait plaisir, hein. Franchement, ça redonne le moral dans cette petite situation de coronavirus. Alors, DCZ, c'est un spin-off de 150, enfin one shot plutôt, de 150 ou 200 pages dans l'univers DC. Alors, il y a eu 4 variantes de cover qui sont arrivées en France, une avec Batman, Superman, Wonder Woman et le Joker.
Donc la normale étant Superman, et j'ai pris celle de Batman parce que Batou c'est le meilleur. Donc l'histoire c'est quoi? C'est que Darkseid, donc le Thanos, l'univers d'ici, a réussi son plan de résoudre l'équation d'antivie. Donc il a un peu récupéré ses pierres d'infini, il a claqué du doigt et en fait il envoie le virus sur Terre. Et tous les gens, en fait, alors il y a une petite blague par rapport aux réseaux sociaux, c'est que le virus se transmet par l'homme et par les réseaux sociaux. Ce qui fait que dès que tu envoies un mail avec un virus, tu le donnes aux gens et donc ils sont contaminés. Il y a une petite critique d'internet, des réseaux sociaux, en plus d'être un manga, un comics sur les zombies, et c'est super bien. Franchement, il y a des scènes qui sont impressionnantes, qui sont très puissantes, notamment le passage où Batman est contaminé et qu'Alfred lui dit bon bah désolé mon garçon, il sort de la chevrotine et il lui tire dessus. Quand tu sais que Alfred a élevé Bruce Wayne comme son fils, le voir Alfred lui tirer un coup de chevrotine en pleine tête, waouh! Et juste après, t'enchaînes avec Clark qui arrive chez lui et qui trouve son père zombie et qui doit tuer son père. Waouh! Tu prends une double claque, tu fais waouh, ça commence bien. Et non, franchement, le comic c'est super bien. J'ai cru comprendre qu'il y avait un spin-off à ça où en fait on avait les méchants de la Terre qui ont survécu et qui se trouvent dans un monde post-apo zombie. Notamment, il y a Deathstroke et comment ça s'appelle, Poison Ivy et Harley Quinn qui sont dans ce spin-off là. Je sais pas ce que ça vaut et je sais pas si ça va sortir en France. En tout cas, ce one shot m'a bien intéressé, j'ai beaucoup aimé et bah voilà, ça fait un petit parallèle par rapport au coronavirus. J'espère que ça va pas finir comme ça en France et dans le reste du monde, on va pas finir en mode épidémie zombie. Mais ça serait drôle, mais j'ai pas envie. Mais voilà, honnêtement, j'ai bien aimé ce comics et bah je vous le conseille. Et on va finir la vidéo avec Conan le Cimérien, donc le tome 9 de la série Conan le Cimérien, les mangeurs d'hommes de Zamboula. Après un tome 8 qui m'avait bien déçu parce que l'histoire et le dessin, j'étais pas du tout fan. Et donc le tome 9 m'a bien requinqué. C'est une histoire... franchement, j'ai bien aimé l'histoire. En fait, c'est qu'on a Conan qui est dans une ville qui a été plusieurs fois envahie, où il y a plein de pays et de religions et de langues qui côtoient. Au tout début, ils disent ouais, il y a 1000 langues, 1000 religions qui se côtoient là-dedans, c'est un vrai Capharnaüm, c'est une vraie tour de Babel. Et je me suis dit ouais, c'est super, franchement j'ai l'ambiance, j'étais dedans. Mais par contre l'histoire est très vite, ça va très vite. On a juste une meuf qui se bat à poil, elle se fait enlever, Conan la sauve, et dit ouais, faut aller tuer machin, il y va, il tue machin, il se barre. Voilà, c'est en termes de nouvelles, en termes de roman papier, je fais une trentaine de pages à tout casser, ça va super vite. Mais voilà, c'est très bien là où le tome précédent, l'histoire, j'en pouvais plus, je comprenais rien, les dessins, j'étais pas du tout fan. Là, on arrive sur une histoire beaucoup plus simple et franchement, j'ai bien aimé. Ceux qui connaissent pas encore ce titre, cette collection, Glénat, depuis 1 an et demi maintenant, édite en BD des histoires de Conan le Cimérien de l'auteur d'origine, donc Robert Howard. Et en fait, le principe, c'est que chaque BD, on a une nouvelle de Conan qui est adaptée par des auteurs. Ce qui fait que chaque BD, c'est un style graphique différent, un Conan graphiquement différent. Et ça fait sens avec les histoires de Conan parce que chaque histoire de Conan, écrite par Howard, ça se passait à une autre époque de sa vie. On avait un Conan de 16 ans, de 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. On a eu un Conan, par exemple, qui était très jeune, qui sortait quasiment, on va dire, de sa cimmérie. Et on a une histoire avec un Conan qui était vieux et qui était roi dans la collection. Et franchement, j'aime vraiment cette collection. Il y a eu des tomes qui étaient un peu moins bien, notamment le tome 8 qui était pour moi le plus mauvais de la série à ce jour. Et là, on a un tome qui est plutôt bien. C'est pas le meilleur, mais voilà, ça redresse un petit peu la barre du tome 8. Et moi, franchement, je vous conseille cette collection qui est super bien. Donc voilà, cette vidéo Mes Lectures touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez-la. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.